C'était il y a 140 ans. Sans nous, il scellait notre sort à Berlin, source de division, de conflits et d'exploitation avec son lot de tragédies. C'est le moment de reprendre en main notre destin en se fixant des objectifs clairs. Personne n'est trop petit ou trop grand pour y participer. C'est l'affaire de tous. Du 26 au 28 juin prochain à Lomé, retrouvons-nous à la conférence Mansa 2025 pour qu'ensemble nous réponsions et transformions l'Afrique afin d'inspirer le monde. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com. Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, ravi de vous retrouver dans votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Et ce soir, on s'intéresse au Gabon. Le pays s'installe lentement dans une nouvelle ère, mais cette transition soulève plusieurs questions qu'elle n'apporte de réponse. Depuis le coup d'État d'août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema tire les rênes du pouvoir. Il a d'ailleurs été élu président en avril avec plus de 94% des voix. Il promet des réformes, une refondation démocratique et surtout une rupture avec l'ère Bongo. Mais ce 9 mai dernier, dans la plus grande discrétion, deux figures centrales du clan Bongo, Sylvia, son épouse, et son fils Nourdine ont été extraites de leur cellule où ils étaient détenus depuis quasiment un an au secret. Ce soir, nous interrogeons le sens de cette libération, geste humanitaire, manœuvre politique, réforme sincère ou continuité du système. Pour en débattre ce soir, Basten Moubamba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et face à vous, nous recevons Makaïlen Gebla. Bonsoir Soukaina. Vous êtes journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et vous allez nous aider également à décrypter tous les enjeux de cette libération. D'abord, je vous pose la question, messieurs, quel signal renvoie justement cette libération qui se fait une semaine après l'investiture officielle de Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon? Merci Soukaina. Dans un premier temps, on s'est dit l'idée selon laquelle le nouveau président aurait peut-être envoyé un message à l'endroit de la communauté internationale et la communauté humanitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était question, le fait d'arrêter des gens pendant pratiquement une quinzaine de mois, les détenir sans aucune forme de procès, interpeller un peu les ONG défense des droits de l'homme et leur soutien en général. Aujourd'hui, il a envoyé certainement un signal aussi à l'endroit de tous ces observateurs. Sauf que on n'a pas vu une voix, on n'a pas vu une photo, une image illustrant effectivement la libération de Sylvia et de Nourdine Bongo. Donc nous nous interrogeons effectivement comment ils ont été libérés et puis où est-ce qu'ils sont partis. Et donc ça interroge effectivement. Ça nous là, amène... ils ont rejoint Ali Bongo, c'est ce qu'on sait pour l'instant, en résidence surveillée. Sylvia Bongo, elle accuse plutôt le gouvernement d'avoir subi des actes de torture. Je vous retourne la question, du coup, Basten, qu'est-ce qu'on peut dire de cette libération? Qu'est-ce qu'elle renvoie comme signal? Elle renvoie en fait, disons, un motif d'espoir déjà pour, disons, pour les justiciables gabonais, parce que Sylvia Bongo a quand même été pendant plusieurs années la première dame du Gabon. Et elle a joué un rôle clé. Elle a joué un rôle clé, effectivement. Elle n'était pas seulement aux côtés de son époux. Au moment, effectivement, voilà, des soucis de santé de son époux, elle s'est investie à faire en sorte que, disons, la parole de M. Ali Bongo soit davantage, disons, entendue parmi les populations. Mais ce n'est pas pour cela que l'on retiendra ici, disons, son incarcération prolongée. Madame Sylvia Bongo a quand même été au centre, disons, au centre de soucis en lien avec les détournements massifs auxquels effectivement M. Oligui, durant son interview donnée à RFI et à France 24, a attesté effectivement qu'il détenait des preuves accablantes contre Mme Sylvia Bongo quant à la question des détournements massifs qui ont été opérés pendant le deuxième mandat d'Ali Bongo. Oui, moi je pense qu'effectivement c'est des personnalités centrales dans le régime, aussi bien du père que du fils. Et donc du coup, pendant une cinquantaine d'années, je pense que Sylvia et Nourdine ont totalisé
une vingtaine d'années, effectivement, à la tête dans une gestion patrimoniale, effectivement, des ressources du Gabon, dans l'exclusion générale et dans une paupérisation. On peut dire qu'elle peut être comptable de cette gestion désastreuse du Gabon aujourd'hui. Son arrestation, son interpellation, aujourd'hui sa libération, nous fait comprendre effectivement qu'elle a une responsabilité aussi bien morale dans la gestion du pays et puis dans la mauvaise gouvernance du pouvoir gabonais, qui aujourd'hui, je pense que sa libération ne peut pas, certainement comme il a dit, ne peut pas faire jouir des Gabonais justiciables qui, eux, souhaitent plutôt une justice équitable. Or, on a l'impression qu'au regard de ce qui est en train de se passer, est-ce que monsieur le nouveau Brice n'est pas en train de lorgner ces trésors emportés, volés par effectivement le clan Bongo pendant 50 ans, et qu'aujourd'hui, s'il est dans une posture de discussion, dans une posture effectivement de négociation pour ramener cet argent, parce que c'est Sylvia seul et son Nourdine qui savent où l'argent a été thésaurisé. Donc moi, je pense qu'effectivement, dans un premier temps, c'est un soulagement pour les défenseurs de droits et pour leur soutien, défenseurs de droits qui aussi appellent ce Kenya à une justice équitable et aussi à un procès équitable pour la famille Bongo. Maintenant, c'est qu'on va voir, on va observer et scruter de près ce qui les premières, effectivement, les réactions de ces avocats aussi, parce qu'on ne les a pas entendus dire. On va aussi scruter effectivement les réactions des ONG locales. Il faut dire que les ONG locales gabonaises aussi suivent de près effectivement cette libération et scrutent également de près effectivement la position et le positionnement de Brice. Et on parle beaucoup justement de Brice Clotaire Nguema comme le successeur officieux finalement d'Ali Bongo. On sait qu'il fait partie de son cercle rapproché. Je voudrais faire le parallèle justement sur son investiture qui coïncide, il y a une petite semaine de différence entre cette libération et son investiture officielle. On a beaucoup dit pendant cette courte campagne électorale que Brice Clotaire Nguema s'imposait comme une figure de rupture avec Ali Bongo, et pourtant il n'a pas été élu contre le système, il a été élu avec les restes du système, ses réseaux de renseignement, sa structure clientéliste, le contrôle de la presse aussi. Finalement, est-ce qu'il recycle les outils d'hier sous des nouveaux habits de réforme, Basten? Non, je pense en fait que M. Oligui aujourd'hui est pris dans, disons, on va dire, le magma et même l'obligation, disons, d'impulser des changements radicaux à la tête de l'État. On a vu lors, par exemple, de l'entrée du gouvernement de la Ve République, de nouvelles personnalités, couplées à des personnalités qui ont déjà fait long feu dans la vie politique et même économique gabonaise. Mais M. Oligui, aujourd'hui, il est très important que l'on rappelle qu'il va avec tout le soutien populaire. Aujourd'hui, il jouit d'une légitimité incontestable. Mais cette légitimité incontestable-là, malheureusement, peut aussi cacher, disons, des attentes immenses de la part de la population. On parle de légitimité populaire quand il a été élu avec plus de 94% des voix, ce qui laisse entendre que l'opposition n'était pas vraiment présente. Est-ce que ce n'est pas un indicateur pour montrer que finalement la population n'avait pas son mot à dire? Non, en fait, la population a eu son mot à dire. Mais c'est juste que la sélection des candidats, quant à elle, a été un peu biaisée du fait qu'on ait eu la limite d'âge et que certains opposants politiques comme Jean-Rémy Yama n'aient pas pu concourir également pour défaut d'acte de naissance. Mais à la vérité, on doit reconnaître... Est-ce que c'était un vote par choix, un vote par dépit finalement, avec une offre plus réduite? C'était un vote d'adhésion parce que la population gabonaise a manifesté par le biais de cette élection-là son attachement effectivement à la volonté de rupture et à la volonté de changement. Maintenant, le temps viendra effectivement où M. Oligui devra démontrer sur les sujets, et je pense que l'on y viendra, des sujets en lien avec, disons, le droit au logement convenable, le droit à la santé, le droit à l'eau potable, et autres, qui posent encore beaucoup de problèmes dans le commun des Gabonais. Il faut le dire en ce cas-là, c'est que Brice Oligui a bénéficié effectivement d'une opportunité historique, c'est que la volonté du peuple gabonais était l'aspiration à un changement. Et ces changements, pour les Gabonais, ils étaient délivrés d'une famille
kleptomane qui a dirigé effectivement d'une main de fer et avec une prédation généralisée des ressources du pays. Pour les Gabonais en général, comme vous l'avez dit, qui ont voté à peu près, pratiquement 95% en faveur du candidat Brice, montre à suffisance qu'ils ont voulu vraiment lui confier effectivement une responsabilité, celle de le voir à l'œuvre. Sauf qu'il est issu de ce système parce qu'il a fait tout son parcours grâce à la famille Bongo. Il bénéficie, comme vous l'avez dit, des réseaux aussi bien au niveau de l'appareil sécuritaire, bénéficie également d'un réseau au niveau de l'appareil politique, donc du sérail politique. Donc, il ne peut pas se défaire immédiatement, effectivement, de ces landornos, si on peut se permettre, landornos politiques, landornos économiques, landornos militaires gabonais. Sauf que le peuple gabonais le scrute, le voit, l'observe. Et puis, aujourd'hui, si jamais il déraille, moi je pense qu'il va effectivement subir les mêmes réactions, la même foudre, parce qu'il ne faut pas se perdre de vue qu'effectivement aujourd'hui, la vérité d'une tentative, même de renversement de ce pouvoir, peut quand même se pointer à l'origine au cas où M. Brice Oligui ne respecte pas ses engagements, ses promesses. Il est attendu au tournant aujourd'hui ? Il est attendu au tournant parce qu'il suscitait un grand espoir pour le peuple gabonais, parce qu'il parle de rupture. La rupture pour les uns et pour les autres appelle effectivement à une rupture profonde, changement structurel, réforme profonde avec effectivement les vieilles méthodes qui n'ont pas marché et que les Gabonais qui attendent, comme il a su le dire tout à l'heure, un bien-être collectif. Cette rupture, est-ce qu'elle a été entamée depuis 2023 ? Parce qu'on parle de avril 2025, parce que finalement c'est la légitimation de son pouvoir à travers cette élection présidentielle. Avant ça, il avait pris justement le pouvoir un petit peu par la force en 2023. Ça fait quand même une période déjà à observer. Oui, mais en fait, M. Oligui Nguema prend également le pouvoir sous le poids des sanctions, de l'Union africaine, il faut quand même le rappeler. Et cela a été une épine dans son pied qui l'a empêché effectivement d'accélérer, la transformation du pays. Mais des signes assez encourageants ont pu être visibles quant à la voirie, des routes. On a également vu l'adduction d'eau potable, effectivement, dans certaines villes du Gabon. Mais les critiques les plus pertinents disent que ces projets-là ne sont que la continuité de ceux déjà lancés sous Ali Bongo. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle embellie, avec la fin des sanctions, avec le retour effectivement du Gabon sur la scène panafricaine, on espère bien que le Gabon aura toutes les coups des franges pour amorcer les réformes, pour transformer son économie, pour apporter aux populations gabonaises davantage que ce qu'elles n'attendent. Il a les moyens, parce que vous savez très bien, le Gabon, effectivement, est l'un des pays pétroliers qui engrange beaucoup de moyens financiers et qui n'a pas souvent fait recours effectivement à des aides publiques, à des financements extérieurs. Moi, je pense qu'au regard de ces éléments qui peuvent quand même être mis effectivement au profit et au compte du nouveau pouvoir, il peut quand même ambitionner effectivement de révolutionner le Gabon, changer structurellement le Gabon. Maintenant, c'est que nous connaissons très bien la nature du pouvoir africain en général, c'est que le budget de l'État est souvent personnalisé, gardé comme un bien personnel, approprié, si je peux me permettre de dire. Mais je pense qu'effectivement, il doit aujourd'hui envoyer un signal fort aux Gabonais en termes d'inclusivité et de la gestion plus large et plus épanouie effectivement des ressources du pays. Et dans ces cas-là, il peut peut-être encore susciter un espoir. Mais s'il reste dans la logique selon laquelle pendant 50 ans, une famille a géré d'une manière assez contestable et contestée les ressources du pays, ça va amener l'opposition, la société civile et l'ensemble des segments de la vie associative et politique gabonaise à se réveiller et à contester son régime. Donc maintenant, nous qui sommes les observateurs les plus avertis des scènes africaines en général, nous observons cette situation et nous observons effectivement la question du Gabon avec beaucoup de regards, avec beaucoup d'attention, et que le monitoring doit être exercé de la manière la plus permanente et de la manière la plus quotidienne pour qu'effectivement la situation du Gabon, qui peut peut-être impacter d'autres pays africains, doit être quand même le mot d'ordre et la règle.
Oui, mais en fait, moi je pense que ce ne sera pas pour tout de suite, hein, Makaïla, du moment que il règne encore une opacité autour, disons, de la gestion de l'État gabonais. On sait, par exemple, qu'il y a des grandes parts de l'économie gabonaise qui font l'objet, effectivement, d'une gestion opaque. On a, par exemple, l'or qui est exploité à Minkébé et qui, pendant des décennies, n'est jamais, effectivement, entré dans, en fait, les comptes de l'État. On a, par exemple, aussi la question de Delta Synergie, comme, en fait, vous devriez le savoir, c'est la nébuleuse mise en place par, disons, Omar Bongo et qui lui reversait près en fait de 18% effectivement du pétrole récolté par en fait le Gabon. Donc on se rend bien compte effectivement que M. Oligui se retrouve un peu esselé parce que il a d'un côté la volonté de restaurer les institutions, de lutter contre la corruption, d'impulser effectivement disons la dynamique de l'état de droit, mais à côté de cela, il y a des pesanteurs qui le dépassent et qui pourraient effectivement, le moment venu, court-circuiter son discours. Et on va peut-être s'intéresser justement aux grandes annonces qu'il a faites, parce que c'était il y a de ça une semaine, c'était le 3 mai, lors de son investiture officielle. Il a annoncé plusieurs priorités. Je voudrais vous faire réagir justement sur ces dernières. On parlait de la diversification de l'économie, mais il y avait également la lutte contre le chômage des jeunes, la transformation locale des ressources et une guerre qu'il compte faire au fléau, donc l'impunité, la corruption, la cupidité, le laxisme et la paresse. Makaïla, qu'est-ce que ça vous évoque? Justement, c'est des mots qui ont gangréné pendant une cinquantaine d'années la société gabonaise, Sokaina. Et donc, je pense qu'en mettant le curseur sur ces mots, moi, je pense qu'il parle aux Gabonais. Il dit, écoutez, ce sont les mots qui étaient à l'origine de votre exclusion, qui étaient à l'origine de votre paupérisation, qui étaient à l'origine de l'inégalité sociale. Moi, je me bats contre ce mot. Et donc, du coup, il fait adhérer... Quel mot vous faites allusion au mot de laxisme et de laxisme, corruption, concussion des biens de l'État, effectivement, appropriation personnelle et familiale des ressources minières du pays. Ils sont verrouillés par les mêmes réseaux finalement. Justement, et donc du coup il a dit, il parle tout à l'heure, Bastien parle d'une opacité effectivement de toutes les ressources du pays. Aujourd'hui, moi je pense que s'il est sincère et qu'il s'attaque véritablement et frontalement à ces mots, il aurait gagné effectivement plus de confiance dans l'opinion gabonaise. Maintenant, c'est que nous savons très bien qu'il y a des pesanteurs. Il a évoqué tout à l'heure des pesanteurs en Afrique subsaharienne, souvent des pesanteurs sociologiques, des pesanteurs ethniques, des pesanteurs vraiment politiques qui peuvent venir entrer en ligne de compte et qui risqueront effectivement de freiner son ardeur, son ambition de vouloir élever les Gabon, ici les Gabon à un niveau effectivement appréciable maintenant. Aujourd'hui, nous pensons que ces mots ne peuvent, moi, de mon point de vue, ne peuvent pas être que des slogans creux. Il faut absolument qu'il respecte ses engagements et c'est ça le vrai défi en Afrique subsaharienne. On a l'impression souvent que les chefs d'État qui viennent au pouvoir et qui ont fait un long parcours de lutte et quand ils viennent au pouvoir, ils sont rattrapés par une certaine réalité. Et nous pensons qu'ils doivent effectivement se départir de ces réalités qui, pour nous, ont souvent ont freiné les retards et le développement du continent africain et de nos pays. Il faut absolument que cette rupture doit être une rupture réelle, objective, pour permettre effectivement aux Gabonais qui, depuis toujours, aspirent ne serait-ce qu'à un bien-être et une justice sociale. Oui, mais en fait, sur ces annonces. Makaïla, moi, oui, bon, en fait, il faut qu'on soit très prudent aussi quant à la grandiloquence de ces annonces, parce que quand on regarde de plus près la question, aucune réforme, aucune transformation d'un État, aucune restauration des institutions ne peut se faire sans la moralisation de la vie politique. Absolument. Voilà, et le choix, disons, objectif des acteurs censés porter également ces réformes-là. On a par exemple dans le nouveau gouvernement de la Ve République l'entrée au ministère de l'économie, des finances et en fait de la lutte contre, disons, la dette, monsieur Jean-Claude Ohima, qui a quand même été pendant plus de 40 ans le PDG, disons, de la banque BGFI, la banque gabonaise française internationale, voilà, qui est en fait la première banque, disons, au niveau de l'Afrique centrale. Donc c'est quand même ici un signal fort
qu'il essaie d'envoyer, mais le seul problème, malheureusement, c'est que M. Oyima a quand même été le grand argentier d'Omar Bongo. Donc on se rend bien compte effectivement que la nomination de cet homme, disons des réseaux, de cet homme qui a effectivement une grande visibilité dans le milieu bancaire panafricain, peut aussi laisser présager la volonté de M. Oligui, disons, d'opérer le changement dans la continuité. C'est-à-dire que quand on regarde de plus près effectivement ce qui se passe, on peut voir par exemple que les questions de la lutte contre la corruption, les questions de la lutte effectivement contre, disons, le blanchiment, voilà, des capitaux. Quand on voit les personnes nommées justement dans le gouvernement, elles sont illusoires. Le manque de communication gouvernementale sur un sujet aussi important que, disons, la mise en résidence surveillée de Mme Sylvia Bongo Ondimba et effectivement de Noureddine Bongo Ondimba peut aussi laisser présager comme une forme de manipulation des esprits. C'est-à-dire que si le gouvernement ne s'exprime pas sur un sujet aussi sérieux, c'est-à-dire effectivement qu'il y a une volonté peut-être, disons, de raser les murs quant à véritablement la capacité du gouvernement actuel de poser les vraies questions et de trouver les bonnes réponses quant à la situation, disons, que traverse aujourd'hui la société gabonaise. Mais justement, je rebondis par rapport aux critères de nomination. C'est que si quelqu'un qui a dû gérer pendant 40 ans, effectivement, un établissement financier comme ce dont on parle et qui est revenu aux affaires, c'est là une quête effectivement que les critères de responsabilité ou bien de nomination à des postes à responsabilité dans un pays en transition ou bien qui sort d'un régime militaire et qui devient un régime démocratique, il faut aller plutôt envoyer un signal de rupture, et ces signaux de rupture ne peut être que des nominations de véritables techniciens ou bien de la diaspora gabonaise. Or, on a l'impression qu'effectivement on prend le même et on continue, et donc là ça peut quand même freiner un peu, comment dirais-je, ça peut un peu freiner effectivement l'enthousiasme qui peut susciter effectivement l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui. Et donc moi je pense qu'il faut absolument éviter des nominations de complaisance, des personnalités qui ont pendant longtemps été à l'origine effectivement des affaires, et de faire en sorte que l'inclusivité soit quand même une règle. Et par ailleurs, je voudrais rebondir justement sur cette inclusivité, la nomination des personnes qui l'entourent. Et je voudrais revenir sur la Constitution donc, qui a été changée en novembre 2024. Et cette Constitution, on peut lire dedans justement qu'elle interdit aux conjoints et aux descendants directs d'un ancien président de se présenter à l'élection. Est-ce que finalement c'est une véritable avancée démocratique ou bien c'est une assurance vie contre un retour des Bongo? Non, mais moi je pense en fait que c'est en fait antidémocratique, parce que tout citoyen d'un pays a le droit de participer aux affaires de son pays. Donc on ne peut pas, du fait effectivement qu'il y ait eu un passé douloureux, interdire à des citoyens gabonais de concourir à, en fait, disons... C'est une politique d'exclusion? C'est une politique d'exclusion, tout comme également on a, disons, des politiques d'exclusion aujourd'hui dans cette Constitution, en ce qui concerne par exemple les Gabonais issus effectivement de couples mixtes qui devraient attendre 1 à 2, voire à 3 générations avant de se présenter à une élection présidentielle. C'est pour cela que nous disions effectivement sur ce plateau déjà que la Constitution gabonaise actuelle est une régression parce qu'elle ne tient pas compte de certains aspects en droit effectivement ou en lien avec, disons, les droits civils et politiques des Gabonais. La question de l'étranger aujourd'hui, on en parle. C'est une question aujourd'hui qui suscite beaucoup de passion, non pas simplement dans l'Hexagone, mais dans certains pays africains. On se rend bien compte aussi que l'étranger est souvent le bouc émissaire utilisé par les gouvernants pour manipuler l'opinion publique. Donc M. Oligui, en jetant en pâture dans une constitution montée de toutes pièces les étrangers, on doit reconnaître aussi que les étrangers ont des droits. Et pour la petite histoire, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a indexé le Gabon quant à son incapacité effectivement à ratifier la Convention internationale, disons,
sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et surtout la loi de 2012 au Gabon qui revenait aussi sur la protection, disons, des travailleurs et travailleuses domestiques. On sait qu'il y a une forte immigration au niveau du Gabon par rapport effectivement, disons, à l'afflux massif des travailleuses parfois qui passent par des filières d'exploitation et de traite des êtres humains. Voilà. Donc le Gabon aussi doit faire attention quant à sa capacité à intégrer, mais aussi à donner davantage de droits à ces personnes parfois qui se retrouvent dans une vulnérabilité innommable. Moi, je pense qu'effectivement, la Constitution a été rédigée effectivement par le régime militaire qui vient de passer à une transition civile. Moi, je pense que ça a été un sujet à controverse, étant donné que ça pointe du doigt effectivement une exclusion manifeste des acteurs politiques gabonais visant effectivement à ne pas les accepter dans un processus inclusif et démocratique. Et donc là, ça peut être, si on ne fait pas attention, une source de querelles et de conflits latents et de conflits futurs qui vont quand même, je dirais, effectivement miner la sphère politique gabonaise si on ne fait pas attention. Et donc, moi, je pense, et tout à l'heure, il faisait allusion à des pays africains, et même ces débats est patent en Europe, mais c'est un débat qui se glisse. Quand on voit un peu en Afrique de l'Ouest, depuis un certain temps, on a évoqué la Côte d'Ivoire, on a évoqué un certain nombre de pays africains où la question de la nationalité... Oui, l'ivoirité, on en parle dans d'autres émissions, c'est une question au centre de l'actualité. Ouais. D'accepter un citoyen des pleins droits, et donc les droits civils et politiques sont des droits reconnus universellement, que ce soit au niveau des déclarations universelles des droits de l'homme, que ce soit au niveau de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc si le Gabon, qui se soustrait, qui est aussi signataire des engagements et des instruments internationaux, se soustrait, moi j'ai l'impression que le Gabon est en train de se dédire. Et pour éviter à ce qu'il y ait que les forces vives gabonaises et la communauté internationale avec elles, essayer effectivement de raisonner et pourquoi ne pas, dans les prochains mois, réfléchir à comment modifier cette constitution qui, aujourd'hui, moi je pense qu'il poserait à la longue des problèmes. Est-ce qu'on peut le voir comme un outil de vengeance politique, cette modification de constitution qui, là, on le rappelle, était taillée, en tout cas de l'extérieur, elle semble avoir été taillée sur mesure pour le président Oligui Nguema, mais est-ce que c'est un outil de vengeance pour vraiment verrouiller le retour au pouvoir, potentiel ou non, de Ali Bongo ? Mais d'une part, oui, Soukaina, mais au-delà de ça, en fait, il faut aussi reconnaître que cette constitution-là a été effectivement élaborée dans un contexte, effectivement, disons, de propagande populiste. C'est-à-dire que après, bien sûr, disons, la mise à l'écart de plusieurs barons de l'époque d'Omar Bongo, M. Oligui a senti qu'il était dans l'air du temps de redonner davantage de droits, effectivement, aux Gabonais, de laisser miroiter aussi, disons, la réappropriation du Gabon par, effectivement, ses ressortissants, mais ce n'est pas de cette manière-là, effectivement, que l'on transforme un pays. La transformation d'un pays ne peut pas se faire au détriment d'autrui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas indexer, on ne peut pas fragiliser, on ne peut pas criminaliser les étrangers surtout. Il y a, c'est vrai, certains étrangers comme Mexan Kombessi, comme en fait Monsieur Dossou, le Béninois, qui aujourd'hui a en fait pu développer, disons, un chemin de fer dans son pays d'origine, le Bénin, alors qu'il s'est grassement enrichi sur le pétrole gabonais. Ce sont des souvenirs traumatiques pour le peuple gabonais, parce que ce sont des personnes parfois qui sont arrivées au Gabon seulement avec, disons, un sac de voyage, mais qui sont repartis avec les mallettes pleines. Donc, M. Oligui, arrivant dans ce contexte-là, a essayé effectivement de redonner des droits, mais malheureusement, ce ne sont pas des droits qu'il a donnés, c'est plutôt effectivement une forme, disons, d'emprise, une forme aussi, disons, de regain au repli identitaire. On le voit par exemple même sur les questions de bigamie. La question du relativisme culturel aujourd'hui qui est très prégnante dans certains milieux populaires gabonais servent aussi à entretenir, disons, une ignorance crasse quant à la volonté de l'Africain à s'enraciner dans sa culture, mais dans une culture parfois qui peut s'avérer maladive lorsqu'elle n'est pas bien comprise et surtout lorsqu'elle n'est pas bien exprimée. Oui, je pense que c'est les questions plaignantes qu'il a évoquées, questions plaignantes qui effectivement suscitent des vrais débats et qu'il faut absolument
les éviter dans un contexte où, si on veut pacifier le pays, parce que la pacification veut dire effectivement l'acceptation de la diversité politique, diversité confessionnelle, diversité effectivement socio-culturelle. Donc on a l'impression que les replis identitaires tels que envisagés ou bien tels que promis dans les sphères politiques gabonaises, pour moi, pour l'instant, pose problème. Par ailleurs, il y a une des mesures qu'il a annoncées lors de son discours d'investiture, il y a la lutte contre le chômage. C'était une de ses promesses de campagne. On se rappelle, en décembre 2024, il avait promis la création de 163 000 nouveaux emplois. Est-ce qu'il est sur la bonne voie, justement ? On a essayé de dépeindre pour l'instant un bilan sur différents aspects, sur la lutte contre l'impunité, sur la diversification de l'économie. Qu'en est-il du chômage ? Non mais madame, pour le moment, ce sont des effets d'annonce. Ce sont des effets d'annonce, ce sont des éléphants blancs, parce que la réalité du terrain est tout autre. Le Gabonais continue de tirer le diable par la queue, le Gabonais précarisé continue effectivement d'attendre les signaux forts, disons, de là-haut, mais on se rend bien compte que... On est à 5 mois là pour l'instant de ces annonces pour resituer justement dans le temps. Voilà, mais en fait, on constate quoi ? En fait, Soukaïda, on constate d'abord que, en ce qui concerne le train de vie de l'État, madame, nous sommes là aujourd'hui à 30 ministres. 30 ministres pour un pays de 2 millions d'habitants et quelques. C'est quand même exagéré. On aurait pu avoir effectivement, disons, une dizaine de ministres qui auraient pu se partager des portefeuilles ministériels. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que les salaires des ministres n'ont pas été revus à la baisse. Au contraire, c'est le parc automobile, effectivement, disons, des ministères qui a même été renfloué. On parlerait même effectivement de plus de 18 milliards qui ont été dépensés pendant la campagne présidentielle pour, disons, équiper les partisans de M. Oligui en 4x4, disons, rutilants. Donc il faut quand même reconnaître une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certes beaucoup de choses qui sont dites, mais dans la réalité quotidienne du Gabonais, c'est toujours un tiers de la population gabonaise qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Ce sont des quartiers entiers qui subissent encore les délestages. Ce sont des Gabonais qui n'arrivent pas effectivement à avoir 3 repas par jour, alors que les dirigeants arrivent effectivement à se déplacer en masse pour, disons, aller à l'inhumation du pape, alors que dans ce genre, effectivement, de cérémonie, seul, effectivement, le cortège présidentiel est censé faire le déplacement. Donc, ces dépenses-là surnuméraires, ces dépenses, effectivement, qui consistent davantage à, disons, offrir des petits cadeaux à un cercle très restreint de personnalités, ce sont des comportements qu'il faudra aussi revoir, sinon, voilà, la parole du gouvernement pourrait être complètement incomprise. Donc là, c'était des annonces cosmétiques, ça, avant l'élection, pour séduire un électorat jeune. Justement, ce qu'il y a, c'est que ces régimes-là qui sévissent en Afrique centrale, Gabon, Tchad, Congo, ils ont vraiment, il a fait une description prototype, effectivement, des scènes qui se passent dans ces pays africains dont on est. Donc, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que M. Brice est loin, effectivement, de créer une rupture tant qu'il souhaitait. Parce qu'en fait, c'est des annonces, des effets d'annonce, des annonces cosmétiques qui ne peuvent pas quand même être résolues immédiatement. Parce qu'en fait, quand vous ne pouvez pas, d'un côté, prendre le pouvoir, vouloir lutter contre l'inégalité, lutter contre l'impunité, lutter, etc., mais en même temps, vous donnez des millions à des gens, vous donnez des V8 à vos partisans, dans le but, effectivement, d'adhérer, de les faire adhérer dans votre idéologie politique. Donc, nous pensons que, au regard de ces éléments d'appréciation, nous pensons que le peuple gabonais va, si on ne fait pas attention, subir les mêmes affres des années 50, pendant 50 ans, c'est-à-dire les gens qui vont vivre dans les noirs, alors que c'est un pays pétrolier, la diversification dont vous évoquez tout à l'heure, ce qu'il y a de l'économie gabonaise va effectivement se planter, étant donné que le Gabon est un pays producteur du pétrole, producteur du bois. Or, la diversification dans la logique ou bien dans la conception économique, la diversification permet effectivement à un pays effectivement de dériver effectivement de dériver ces ressources naturelles et d'engranger des revenus. Or, on a l'impression que au regard de cette appropriation des ressources du pays et financières surtout, et de s'asseoir sur un levier financier dans l'intérêt effectivement de conserver le pouvoir, cela risquerait, si on ne fait pas attention, de cristalliser des tensions politiques dans le pays. Et donc, il faut absolument que Brice Oligui fasse vraiment des efforts remarquables afin d'inclure les Gabonais qui, depuis toujours, souhaitent tout simplement l'égalité sociale.
Merci Makaïla. On va prendre une courte pause et on détaillera dans cette deuxième partie d'émission le reste des annonces et on va refaire un lien avec la libération de Sylvia et Nourdine Bongo et justement cette lutte contre l'impunité qu'a évoqué Brice Clotaire Oligui Nguema. On revient dans un instant, restez avec nous sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit, on l'évoquait à l'instant, la libération de Sylvia et de Nourdine Bongo après près d'un an d'incarcération dans le plus grand des secrets. Je vous propose d'abord de regarder ce sujet de la rédaction et on réagit dessus juste après. Selon plusieurs sources proches du dossier, Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddin Bongo Valentin ont quitté leur lieu de détention pour être assignés à résidence. Si aucune déclaration officielle n'a été faite à ce stade, les informations relayées par la presse locale et internationale convergent. Ils ne sont plus incarcérés, mais demeurent sous contrôle judiciaire. Accusée de blanchiment de capitaux et de détournement de fonds publics, Sylvia Bongo avait été arrêtée dans les semaines qui ont suivi la chute d'Ali Bongo en août 2020. Son fils, Noureddin, très actif au sein de l'ancien appareil présidentiel, était poursuivi pour des faits similaires avec à son encontre des soupçons d'enrichissement illicite et d'abus de biens publics. Leur arrestation avait été l'un des symboles de la volonté des autorités militaires de tourner la page d'un système marqué par la personnalisation du pouvoir et les affaires de corruption. Leur placement en résidence surveillée aujourd'hui marque un assouplissement perçu par certains comme une inflexion tactique, par d'autres comme un signal d'apaisement dans un pays en quête de stabilité. Depuis l'élection présidentielle remportée par Brice Oligui Nguema, désormais président de plein exercice, le Gabon a officiellement fait un pas vers la fin du régime de transition. Ce nouveau contexte redéfinit les priorités du pouvoir exécutif entre reconstruction institutionnelle et gestion des héritages sensibles du passé. Le traitement judiciaire de la famille Bongo, tout comme sa médiatisation, pourrait désormais répondre à une logique plus politique que strictement pénale. Aucune réaction officielle n'a émané du gouvernement ou du système judiciaire à propos de ce changement de statut. On a beaucoup parlé de lutte contre l'impunité en début d'émission. Est-ce que cette libération, c'est un peu un acte pour montrer, c'est une quête de respectabilité? Je dis ça et en parallèle, on se demande si le Gabon a vraiment besoin de cette respectabilité. On voit que notamment Emmanuel Macron a salué la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais finalement, est-ce qu'il y a un signal vers l'international, vers des partenaires étrangers? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a parlé en début d'émission de ce que ça voulait dire en interne, mais finalement, qu'est-ce que ça renvoie à l'étranger, cette libération? Mais cette libération vient déjà rasséréner, les partenaires, rasséréner effectivement, la vision que peuvent avoir les partenaires du Gabon quant à la continuité de l'État gabonais. Quand on regarde un peu effectivement de plus près le ballet diplomatique qui a eu lieu au Gabon, on se rend bien compte que M. Lourençao, par exemple, le président angolais, a séjourné hier à Libreville, séjour durant lequel il a rencontré M. Ali Bongo. Il s'est rendu effectivement à sa résidence pour s'enquérir de son état de santé, mais on doit également reconnaître à M. Lourençao, son engagement en faveur du traitement accordé au président gabonais. Mais par-delà cela, qu'est-ce qu'il y a, Madame Soukaina? Il y a aussi la réalité quant à l'obligation de M. Oligui de montrer patte blanche. Oui, on a le sentiment qu'il y a cette volonté d'assainir son image, justement. Assainir son image. Pour attirer de nouveaux bailleurs internationaux. Et surtout donner l'impression que l'incarcération de Madame Sylvia Bongo Ondimba ne soit pas le fait d'une vengeance aussi. Parce que, mais justifié par les chefs d'accusation que vous évoquiez tout à l'heure. Justifié par les chefs d'accusation, par son insistance aussi quant aux preuves, parce qu'il s'est un peu substitué, au ministère public gabonais en disant qu'il détenait des preuves. Dans un pays normal, un chef d'État ne peut pas effectivement s'imprégner du contenu en fait d'une instruction. Donc je pense que M. Oligui s'est peut-être pris les pieds dans le tapis, de la précipitation. Il a peut-être confondu, la vitesse à la précipitation dans la communication autour de ce sujet-là. Mais on doit aussi reconnaître à M. Oligui quelques failles en ce qui concerne aussi sa communication, parce que c'est un militaire. Il n'a jamais été politique, et le fait qu'il soit... Qui troque quand même depuis ces derniers mois. Qui troque depuis ces derniers mois son treillis contre l'habit de l'homme politique. Voilà.
peut aussi à un moment donné s'avérer déstabilisant, et on peut le voir sur beaucoup de sujets, notamment celui en lien avec l'incarcération de Sylvia Bongo Ondimba et de Noureddine Bongo Ondimba. C'est une continuité dans la communication politique de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Mais naturellement, vous savez, Soukaina, la famille Bongo a des amitiés à l'étranger. Vous savez très bien que il a évoqué l'Angola, moi je parlerai du Maroc, je parlais également, vous savez, ces pouvoirs d'Oligui a été adoubé en quelque sorte par Paris, parce qu'en fait Emmanuel Macron a été le premier à avoir félicité, a reconnu et félicité effectivement la victoire écrasante de Brice Oligui Nguema. Maintenant, cette libération, c'est vrai, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à une partie de la communauté internationale dans laquelle la famille Bongo a des amis, c'est-à-dire au niveau de Genève, au niveau du comité de droits de l'homme de l'ONU. Ses avocats ont fait valoir... Oui, l'aide européenne avait été suspendue aussi. Est-ce que c'est une opération séduction pour essayer justement, de... ça dégèle. Ouais. Ça va dégéler effectivement cette suspension de l'aide européenne, et ça va dégéler, vraiment, rassurer un peu l'Union africaine et rassurer un peu tout ce qui est Bayer. Vous savez très bien que Paris est quand même un point culminant des mobilisations des fonds au niveau international. Et donc, M. Brice, conseillé certainement par ses amis, aussi bien que français ou bien belges, etc., ou bien même africains, en libérant effectivement la famille Sylvia et Noureddine, on envoie quand même un signal d'apaisement à l'endroit de ces gens. Mais par contre, ça va susciter des frustrations locales. Les Gabonais qui, depuis longtemps, disent que ces gens ont amassé des milliards de notre pays et ils les ont ventilés ou ils ont thésaurisés dans les banques, dans les paradis fiscaux, un peu partout, doivent les ramener pour que ces pays puissent quand même être, pour que ces sommes puissent être injectées dans l'économie. Or, on a l'impression que, vu effectivement l'opacité qui entoure la gestion, ou bien là où sont thésaurisés cet argent ou ces sommes faramineuses au pied du Gabon, du trésor gabonais, cela nous amène effectivement à réfléchir qu'il va se passer quelque chose qui va peut-être échapper effectivement à l'observateur gabonais et à nous autres qui sommes observateurs éloignés de la scène politique gabonaise. Donc il faut absolument, certes, cette libération peut quand même rassurer la communauté internationale, mais il ne faut pas aussi oublier les Gabonais qui, eux aussi, doivent, la famille Bongo doit les rendre de compte. Et pour les rendre de compte, il faut une justice, il faut vraiment un procès juste et équitable. Oui, là, on a l'impression, en fait, finalement, qu'il y a une transaction politico-judiciaire. Il y a eu ce procès qui n'a pas été abouti. Il y a eu les poursuites, qui n'ont pas été abouties. Il y a des sources officieuses qui évoquent un deal secret, qui serait l'abandon des poursuites, un renoncement à toutes les ambitions politiques. Justement, si on fait le lien en interne avec la justice gabonaise, en libérant Sylvia et Noureddine Bongo, est-ce que le régime, il pose pas un précédent d'impunité, une impunité négociée? Mais en fait, Soukaina, il existe aujourd'hui, et c'est là, et c'est un peu dans ce prisme-là qu'est tombé M. Oligui, c'est-à-dire que nous sommes, disons, en but avec ce que l'on appelle la diplomatie transactionnelle. C'est-à-dire, c'est une diplomatie qui impulse disons, la question de la monnaie d'échange. Aujourd'hui, Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine Bongo Ondimba sont les monnaies d'échange d'une transaction opaque dont, disons, les Gabonais, dont les observateurs n'ont en fait aucune idée. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a, madame? On va vers un classement sans suite de l'affaire, parce que de toute l'histoire, effectivement, du Gabon, personne n'a jamais été inquiété dans le cadre de détournement des deniers publics. Et aussi, on ne peut pas parler, Soukaina, disons, de détournement massif sans complaisance, sans complicité. Donc, il faut déjà, que l'on arrive à détecter, à, en fait, disons, à en fait user des mécanismes nationaux et internationaux pour rapatrier effectivement ces biens qui aujourd'hui sont endormis dans des paradis judiciaires et fiscaux. C'est là tout l'enjeu du problème, parce que quand on regarde à l'échelle panafricaine, on n'a jamais eu effectivement... On a vu avec le cas du Mali, avec les biens qui ont été détournés par Moussa Traoré à l'époque, effectivement, de son magistère, ils n'ont jamais été récupérés en intégralité. Pareil aussi pour la question des biens qui ont été, disons, détournés par Sani Abacha, l'ancien dictateur nigérian. Eh ben, on se rend bien compte, effectivement, qu'ils n'ont jamais été rapatriés. Pareil pour ceux qui ont été détournés par Mobutu, Sassou Nguesso. Et enfin, on ne parle pas en termes de millions
disons, de francs CFA, hein, c'est en termes de milliards de dollars, pour ne parler que de M. Mobutu, dont, en fait, disons, le chiffre s'élève au montant vertigineux d'une trentaine de milliards de dollars, alors que le pays actuellement croupit sous le seuil de misère. Le seuil de pauvreté. Donc c'est là tout l'enjeu. Est-ce que cette libération, finalement, elle ne marque pas une réconciliation des élites? Vous l'avez dit, en parallèle, il y a les Gabonais qui restent exclus de ce processus et qui restent privés économiquement, si je puis dire, au niveau du niveau de vie. Est-ce que finalement, ça n'arrange pas tout le monde, cette réconciliation des élites du clan Bongo avec Brice Clotaire Nguema? Justement, vous faites une observation pertinente, c'est qu'effectivement, c'est une réconciliation des élites et c'est un arrangement à un niveau très élevé. Vous savez très bien, ces gens, ils ont des amis un peu partout, ils ont des amis à des cercles, à une sphère institutionnelle les plus élevées, et donc du coup, il y a eu certainement des négociations, il y a eu certainement des pressions qui ont été exercées sur Brice Oligui Nguema. Il y a eu également, vous savez, des liens de parenté qui existent entre Brice et la famille Bongo. Il doit lui-même, on l'a dit à l'allumage, on a dit qu'il doit lui-même sa carrière aussi militaire que professionnelle, il les doit effectivement à cette famille Bongo. Aujourd'hui, certainement, vous savez, on ne sera pas surpris que demain, Madame Sylvia et Nourdine seraient effectivement accueillis quelque part dans un pays. Et là, tu as oublié quelque chose d'assez important, on parle du Sénégal. Monsieur Sall, pendant des 10 années, avait effectivement pillé effectivement le Sénégal et qui s'est retrouvé quelque part. Je pense qu'il doit être au Maroc. Et donc nous pensons, et puis il ne faut pas oublier aussi la Tunisie. Sous Ben Ali, après sa chute, il est parti avec dévalisant Leïla Ben Ali, a dévalisé effectivement l'argent du peuple tunisien, et que cet argent se trouve quelque part en Arabie Saoudite. Donc nous pensons que c'est une situation qui a métastasé l'Afrique, du Maghreb jusqu'à l'Afrique noire. Aujourd'hui, ça nous interpelle, nous autres. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc, qu'est-ce qui reste finalement de ce contrat moral entre l'État et les citoyens? Il reste effectivement ces contrats moraux et pénalise malheureusement la société et les sociétés africaines de manière générale, et ça appelle, de mon point de vue, à une mobilisation transnationale, parce que ça dépasse le seuil du Gabon. Il faut aller effectivement à d'autres espaces pour que les ressources d'un État ne peuvent pas être des ressources familiales, un patrimoine des individus. C'est pourquoi, si on arrive à amorcer cette rupture, M. Brice Oligui Nguema, et cela est valable dans tous les pays et les régimes des potentats africains qui, malheureusement, depuis des décennies et des années, ont quand même paupérisé leur population. Je retourne la question, ce contrat moral, qu'est-ce qu'il en reste entre l'État et les citoyens d'un côté? Est-ce qu'il ne se creuse pas finalement? Mais le contrat moral a toujours été désarticulé, ce qu'il a, dans la mesure où il y a une bourgeoisie comprador, une bourgeoisie effectivement criminelle, qui s'est emparée, disons, de l'économie d'un pays et qui en fait, disons, qui en fait son jouet, qui en fait effectivement son levier pour davantage, disons, asseoir sa domination. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le fossé béant qui existe entre, en fait, disons, le Gabonais le plus riche et le Gabonais le plus pauvre, on se pose des questions quant à la réalité, quant à l'avenir qu'accordent les autorités gabonaises, disons, à la promotion de la jeunesse. On parlait du chômage des jeunes, à la promotion de l'éducation nationale. On se rend bien compte aussi que notre pays, le Gabon, regardez un peu les chiffres, disons, des organisations de Bretton Woods, regardez effectivement les rapports de l'UNESCO sur la question de l'éducation, mais c'est alarmant. Au-delà de l'alphabétisation grandissante de la population gabonaise, on se rend bien compte de quoi? On se rend bien compte de la triste réalité que le mot éducation n'est même pas mentionné dans la constitution gabonaise. C'est une honte. Alors que l'éducation doit être au soubassement d'un État, d'une nation. Parce que sans éducation, on ne peut pas avoir effectivement, voilà, une société qui se tourne vers l'avant et qui définit son projet collectif. Non, je pense que l'éducation et la santé sont des piliers fondamentaux effectivement d'un développement d'un État, d'un pays. Or, on a l'impression que si l'éducation n'est pas été inscrite en termes de priorité et dans l'agenda effectivement de gouvernance politique, ça pose énormément de problèmes à ce Kenya. Et donc ça laisse présager que ces gens
qui sont aujourd'hui aux affaires n'ont pas l'ambition effectivement de développer de manière rationnelle et inclusive le Gabon. Et donc nous pensons que ces genres de débats nous amènent effectivement et amènent les Gabonais, surtout à sensibiliser les Gabonais, à créer ce qu'on appelle une vigilance permanente, ce qu'on appelle un suivi citoyen. Et ces suivis citoyens peuvent être montés par la société civile, par les acteurs consensueux et par la diaspora gabonaise et africaine en général, parce qu'en fait, la situation qui se passe actuellement au Gabon elle touche un peu l'Afrique, touche un peu de manière transversale tous les pays africains du Maghreb à l'Afrique au sud du Sahara, effectivement. Et c'est ces mêmes problèmes qui, effectivement, moi je dirais, gangrènent effectivement nos États, et que si on veut vraiment amorcer une rupture, il faut absolument commencer par l'inclusivité et mettre l'accent sur l'éducation et la santé, qui sont effectivement les piliers du développement, de tout développement d'un État. Si on veut rassembler ou bien ressembler un peu aux États développés, et modèles de développement, on doit s'appuyer sur ces éléments. Donc la santé et l'éducation. Est-ce que, pour revenir à Sylvia Bongo et Nourdine Bongo, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à des poursuites judiciaires? Quel scénario auquel on peut s'attendre? Justement, c'est le vœu du justiciable, du citoyen gabonais, qui ne peut pas rester indifférent face à Mais si on se met du point de vue du chef d'État, justement, non, lui qui veut être en rupture, je vous vois sourire, Basten, ça paraît un petit peu le chef de l'État illusoire, brise tout ça. Le peuple gabonais, pour en terminer, le peuple gabonais a donné sa voix à un homme. Cet homme est redevable au peuple gabonais. Et pour être redevable, il faut absolument juger, parce que le peuple gabonais appelle à un jugement, un procès équitable. Les défenseurs des droits de l'homme souhaitent un procès équitable. Maintenant, reste à savoir quel sera le positionnement de cet homme qui est aujourd'hui à la tête du Gabon. Est-ce qu'il va être sous le joug des pesanteurs sociologiques, pesanteurs politiques, ou bien il va être vraiment répondre aux attentes du peuple gabonais qui aspire à une justice équitable? Oui, mais moi je suis très dubitatif en fait, en ce qui concerne un changement dans cette direction. Pourquoi? Parce que la question des biens mal acquis, la question des détournements massifs, c'est en fait la boîte de Pandore. Et je ne vois pas M. Oligui, qui lui-même aussi a des biens mal acquis, puisque en fait il sait déjà, on le sait en fait, on a pu retracer quelques achats de villas aux États-Unis, dans des quartiers bien huppés. Les États-Unis, bon, on n'en parle pas encore parce que ça n'atteint pas les proportions effectivement des biens dont dispose la famille Bongo dans le 16e ou bien voilà, sur la Côte d'Azur. Mais voilà, on se rend bien compte qu'il y a dans, en fait, disons, la bourgeoisie gabonaise, j'insiste vraiment sur ce mot pour qu'on comprenne que c'est une plutocratie en fait. Le Gabon, c'est une plutocratie, un peu comme on peut le voir partout en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une caste des riches qui, effectivement, ont fait main basse sur les économies des pays et qui, disons, voilà, utilisent certains segments de l'économie du pays à leur guise. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire d'une façon simple et claire, c'est qu'il y a une volonté de changement. Mais le seul problème, c'est que M. Oligui n'est pas libre. Il n'est pas libre pourquoi? Parce que en fait, il n'arrive pas effectivement à couper le cordon ombilical qui le lie effectivement, disons, à son maître à penser, Omar Bongo, puisque c'est Omar Bongo qui en a fait son aide-camp et qui par la suite lui a permis de gravir les échelons au sein de l'armée gabonaise. Donc pour que M. Oligui puisse véritablement impulser les réformes qu'il faut, il faudrait d'abord, qu'il puisse déjà dans sa communication personnelle, on parle de communication politique, être suffisamment, effectivement, près du peuple. Nous sommes dans l'ère du temps. C'est ce que vous soulignez la tout à l'heure. transparence, nous sommes dans l'ère du temps. On a vu, par exemple, durant, en fait, disons... et puis, il se saisit quand même des codes de communication. On a pu l'évoquer dans une autre émission. Il est quand même habile et il sait se servir justement de ces codes de communication. On le voit même dans ses meetings de campagne. Il a cette proximité avec le peuple. Donc, finalement, la balle est dans son camp, si j'ai envie de dire. Non, mais la proximité, en fait, disons, auprès du peuple, c'est effectivement le propre de tout leader africain. On se rend bien compte que l'image charismatique que peut développer le leader africain, que l'on soit chez Mahamat Déby ou même chez Denis Sassou Nguesso ou même encore chez Brice Oligui Nguema, les leaders africains ont eu cette propension à montrer qu'ils sont populaires. Mais la réalité, c'est laquelle, Madame Soukeina? C'est qu'on regarde bien lors de l'investiture de M. Oligui Nguema, le stade de l'amitié sino-gabonais a en fait accordé des ovations à qui sur la tribune et a hué qui
dans la tribune présidentielle. Ceux qui ont été applaudis, ce sont les représentants de monsieur le président du Burkina Faso, c'était le président du Sénégal, c'était monsieur Mamadi Doumbouya, et enfin le représentant de la France a été hué, comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la jeunesse africaine aujourd'hui est plus tournée vers, disons, une réforme, vers une rupture concrète et véritable. Et dès l'instant que les chefs d'État africains ne comprendront pas que leur popularité, que leur pérennité au pouvoir dépend d'abord, disons, d'une légitimité populaire. De la légitimité populaire, de l'adhésion du peuple, effectivement, à leur vision, eh ben, ils ne s'en sortiront pas. Je vous laisse conclure, mais Makaila. justement, ils ne s'en sortiront pas parce qu'en fait, la légitimité et l'éternité d'un pouvoir dépendraient forcément effectivement de l'adhésion populaire à un régime. Or, on a l'impression que aujourd'hui, avec ces vents du panafricanisme qui montent depuis la bande sahélo-sahélienne jusqu'en Afrique centrale, on a l'impression qu'aujourd'hui, des peuples africains s'émancipent de plus en plus du tutorat de Paris, mais également s'émancipent effectivement des régimes les plus autocratiques sur le continent. Or, il faut absolument allier les deux. Pour allier les deux, il faut absolument un espace de liberté plus épanoui, d'inclusivité et de démocratie. Or, on a l'impression que, surtout, le respect des droits de l'homme et l'égalité sociale et la justice sociale, qui sont effectivement des mots importants pour amorcer un véritable espoir d'une gouvernance inclusive et aussi d'une gouvernance beaucoup plus équitable. Cette justice sociale, elle est importante et on va laisser également nos téléspectateurs réagir, nos internautes sur les réseaux sociaux. À vous de nous dire aussi quel bilan dressez-vous de ces premiers mois au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema et quelle lecture faites-vous également de la libération de Sylvia et Nourdine Bongo. On arrive déjà au terme de l'émission. Merci beaucoup Makaila d'avoir été parmi nous. Basten, merci de nous avoir aidé à décrypter ce sujet. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. Berlin, 1885. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est bien ça. Le démembrement de l'Afrique au profit des puissances coloniales et sur le dos des Africains. Et si la conférence de Berlin se rejouait aujourd'hui, que ferions-nous? Si tu veux le savoir, rejoins-nous à Lomé, où, 140 ans après Berlin, l'Afrique a rendez-vous avec elle-même, du 26 au 28 juin 2025, pour dessiner un chemin vers la souveraineté, la prospérité et l'unité. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Alors, lève-toi et rejoins-nous à Lomé, et ensemble, traçons notre route. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com.